abonne-toi, pouce bleu, commente, et surtout, bon visionnage. Direction les États-Unis. À la prison du comté d'Effingham en Géorgie, c'est une journée comme les autres qui s'annonce. Rentre chez toi, sale nègre. Un détenu blanc veut en découdre avec un prisonnier noir. T'as entendu ce que je t'ai dit? Rentre chez toi ou je vais t'éclater, espèce de trou du cul. Depuis la veille, la tension est montée d'un cran entre deux gangs rivaux. D'un côté, les suprémacistes blancs et de l'autre, les Afro-Américains. Ici, chaque insulte peut déclencher une guerre entre communautés. Et dans la cour, une bagarre éclate. Oh merde! Cory, stop! La gardienne doit même utiliser son taser pour neutraliser l'un des deux protagonistes. Ah merde, putain mec, mon dos! Lève-toi. Ne bouge pas. Pourquoi vous l'avez pas tasé, lui? Va te faire foutre, sale noir. Je vais te buter, mec. Tu l'as bien pris, hein, enfoiré. Tu sais qu'on réglera ça plus tard. Connard, regarde-moi. C'est un raciste. Négro par-ci, négro par-là. Et c'est moi qu'on a tasé en plus. À la prison d'Effingham, blancs et noirs ne se mélangent pas. Les noirs prennent leur repas d'un côté, les blancs de l'autre. Une vingtaine d'Afro-Américains pour près de 400 blancs et tous suivent les règles imposées par les gangs suprémacistes. En prison, c'est comme aux États-Unis. Les Blancs sont séparés des Noirs. Chacun a ses gangs. Et naturellement, ça fout la merde. Dans cette prison, quand un noir vient vers toi, on ne cherche pas à comprendre, on le tape. Les noirs se cachent quand les vrais blancs sont prêts à se battre. Ici, 80% des détenus sont blancs. Infiltrée par des gangs néo-nazis, elle est l'une des prisons les plus dangereuses des États-Unis. À Effingham, il ne fait pas bon être noir de peau. Raciste, que des putains de racistes. Dans cette prison de l'extrême sont enfermés plus de 500 détenus, dont près de 100 femmes. Aussi dangereuses que les hommes, elles occupent l'aile est du bâtiment. Situé en Géorgie, dans le sud des États-Unis, ce petit comté est l'un des plus défavorisés du pays. Frappé de plein fouet par la crise économique, la plupart des commerces et des administrations ont fermé. Dans les rues, pas âme qui vive, elles sont désertées. Un paysage de désolation marqué par les terribles ravages d'une drogue qui a contaminé toute la région, la méthamphétamine, une substance chimique très addictive. Un trafic organisé par les suprémacistes blancs, le Ghostface Gang. Dans ces quartiers, le gang blanc a installé des laboratoires clandestins un peu partout. Chaque maison peut en cacher un. Alors au moindre tuyau, le sergent Blunt et ses équipes interviennent. 10 hommes vont prendre d'assaut la maison d'un dealer des Ghostface. Bureau du shérif. Armes au poing, les policiers fouillent une par une les pièces de la maison. Le dealer n'est pas là. Mais sa drogue, elle, est à peine cachée. Une pipe à mettre. C'est de la mettre, ça, dans le sachet. De la drogue, mais aussi des armes. C'est un gros délit. Il n'est pas censé avoir d'arme à feu. Là, il s'est vraiment mis hors la loi. C'est très grave. Des méthodes musclées qui ont permis à l'unité du sergent Blunt de mettre quelques membres du gang hors d'état de nuire. Et notamment une de ses dealeuses les plus recherchées. Son nom est Amy Fairclough, une enfant du pays. Un père tué à l'âge de 2 ans, une mère, membre d'un groupe extrémiste. À 29 ans, elle a déjà passé 10 ans de sa vie en prison pour usage et vente de drogue. En 2018, elle a été piégée par un policier infiltré venu lui acheter de la drogue. Ouais, bien sûr, je fais ça tous les jours. Je deal, c'est mon métier. 2 grammes de meth pour 30 €. Aujourd'hui, Amy se fait appeler DJ. Elle est la caïd du bloc des femmes. Elle attend son procès. Elle risque plus de 10 ans ferme. Putain, mais qui a utilisé mon gel douche? Personne ne touche à mon gel douche.
On n'y a pas touché à ton gel douche. Tatouage, allure de bonhomme, Deji règne en maître suprême sur les filles du bloc. Et comme chez les hommes, elle a séparé les filles noires et blanches et gare à celles qui lui tiennent tête. Allez, viens. Ne dis pas que tu me veux, lâche-moi. Je ne vais pas dormir dans la même cellule qu'une négresse, et encore moins vivre avec elle. Je suis comme ça. Je traîne pas avec des noirs. On me demande des fois ce que ça me fait de voir un blanc et une noire ensemble. Je vous le dis, ça me dégoûte. Des propos racistes particulièrement choquants, mais malheureusement assez banals dans ce coin d'Amérique. Les Blancs sont devenus une espèce en voie de disparition aux États-Unis. Et je ne pense pas que c'était la volonté de George Washington. Dans la bouche de Deji, c'est le gang qui parle. Ici, tous les Blancs, hommes ou femmes, font partie des Ghostface, littéralement les visages de fantômes. Mais il y a un an, les autorités fédérales ont décidé de porter un gros coup à l'organisation. Plusieurs membres des Ghostface ont été arrêtés et incarcérés. Parmi eux, une très grosse prise. Cet homme, l'un des leaders du gang. Régulièrement placé à l'isolement, il est considéré comme l'un des détenus les plus incontrôlables. Nique ta mère! Va niquer ta mère! Miles Poole, 31 ans, dont 12 passés derrière les barreaux, membre des Ghostface. Quand tu parles comme ça à quelqu'un à travers les tuyaux de canalisation et que tu l'insultes, ça vire vite au concours d'insultes. Un gars qui dit de la merde, il est là en mode « va te faire foutre ». Il le dit parce qu'il parle à travers la canalisation, il me le dirait pas en face, c'est un branleur. Donc il a niqué sa mère. On dirait un noir qui parle. Là, il est dans son quartier. Mais si j'étais avec lui, je peux vous dire que je lui aurais sauté dessus et je lui aurais pété la gueule. Je vous le promets. Devenu membre actif du gang, il a fait de la prison son terrain de jeu. L'officier, là, qui est dans la tour, c'est une vraie salope. Ça l'amuse de nous enfermer dans nos cellules. C'est une petite nouvelle. C'est une vraie salope. Sa dernière trouvaille pour saper l'autorité des gardiens, exhiber ses parties génitales. Cette petite scène lui a valu d'être placé dans le quartier de haute sécurité, le bloc F. Peu importe les conséquences, Poole veut montrer qu'il est un dur à cuire. Pourtant, Miles Poole est issu d'une classe moyenne favorisée avec un père dans les forces de l'ordre. C'est la drogue qui l'a fait plonger, comme la majorité des criminels du coin. La majorité des gens ici sont des dealers, des prostituées. Tout le monde se défonce à la mette. C'est ça qui se passe. Dans la rue, en prison, tous les gens ici sont comme moi. On est des junkies. Cet endroit est surnommé Mettingham, comme la Met. On ne dit pas Effingham, on dit Mettingham. Vous savez, mon père était policier. Ma mère a été prof pendant 35 ans. J'avais rien à voir avec ça. Mais j'ai fait de la prison, je suis rentré dans un gang et je suis accro à la meth. Je suis vraiment dans de sales draps. Et justement, ce jour-là, l'homme va à nouveau attirer l'attention sur lui. Les gardiens sont appelés pour une intervention. Il est en train d'inonder sa cellule. Fous-toi contre le mur maintenant. Tends tes mains et arrête de bouger. Encore une provocation à l'encontre du personnel de prison. C'est bon, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Poole est conduit au mitard, la cellule destinée à punir les excités. Vous voyez comment elle me traite, vous voyez là? Avance, avance. Mais arrêtez de me pousser. Pourquoi t'as pas pris tes pilules, Miles? Mais si, j'ai pris ces pilules, je les ai prises. Tu le fais exprès. Hein. T'es vraiment un enfoiré. Maintenant, tu te mets à genoux. Je vais chier partout, je vous préviens. Je m'en fous ce que tu vas faire, Miles. Il devra rester dans cette pièce de 4 mètres carrés le temps de se calmer. Mais le Ghostface n'est pas décidé à baisser d'un ton. C'est à cause de vous tout ça, pas de moi.
Quand ça ne va pas dans son sens, il nous embête de toutes les manières possibles, jusqu'à nous rendre dingues. Pour trafic de drogue, Miles Poole risque la prison à vie, alors que chez nous, il encourrait 15 ans de prison maximum. Une peine normale dans cette région connue pour sa sévérité en matière de crime. Au Japon aussi, le système carcéral est jugé sévère, voire parfois inhumain. Nous avons rencontré un Français qui y a vécu une expérience traumatisante. Emprisonné au pays du soleil levant, il peut témoigner de la manière dont les détenus sont traités. Marc Carpellez a 35 ans. Il est atteint d'une forme légère d'autisme Asperger. C'est aussi un génie de l'informatique. Il a passé 11 mois enfermé ici, mais il a décidé de rester au Japon après sa libération. Bonjour, nous sommes 3. Vous fumez? Non. Alors suivez-moi. Un bon repas, un plaisir qu'il a oublié pendant son incarcération. J'ai perdu 35 kilos au commissariat et j'ai repris 5 kilos au centre de détention. J'étais complètement méconnaissable là, en sortant du commissariat. Oui, le plus dur, c'est vraiment d'attendre et d'être seul, de rien avoir à faire et de ne rien pouvoir faire. C'est être dans une cellule de 6 mètres carrés et être là assis et attendre et attendre et attendre. Ce qui est dur, c'est non seulement de ne rien avoir à faire, mais c'est aussi de ne pas savoir quand ça va se finir. Son affaire est un immense scandale au Japon. Elle démarre en 2014. Marc Carpellez fait fortune dans les bitcoins, la crypto-monnaie. Mais sa société fait faillite. Il doit alors s'excuser publiquement devant un parterre de journalistes. Très vite, on découvre que des millions d'euros ont disparu des caisses. Il est accusé de les avoir volés. Le cauchemar commence. Ça, c'est le 1er août à 6h41 du matin. C'est le moment où en fait, les policiers sortent de chez moi, avec moi au milieu. À ce moment-là, c'est assez compliqué parce que d'un côté, j'étais entouré de policiers. Il y en a 2 qui me tiennent de chaque côté. J'avais aussi une corde autour de la taille qui était connectée à un policier derrière moi. Ils ont assisté à ce que j'ai une casquette sur la tête. Dans la tradition japonaise, c'est on arrête quelqu'un, on lui cache le visage. Marc Carpellez passe 4 mois en garde à vue, puis il est transféré à la prison de Kosuge. L'année dernière, pour prouver que les détenus étaient bien traités, les autorités ont ouvert leurs portes aux journalistes. À première vue, rien à signaler. Tout est propre et rangé. Mais d'après Marc Carpellez, ce n'est pas le décor qui rend fou, c'est le règlement. À Kosuge, les détenus sont en attente de leur procès. Ils ne travaillent pas et sont placés à l'isolement. Dans la cellule, il faut être assis au bon endroit, de la bonne façon. Il n'y a que 2 façons de s'asseoir qui sont autorisées, donc soit à la japonaise, soit en tailleur. À la japonaise, c'est la façon de se poser comme ça. Donc on a notre petite table ici. Et en tailleur, évidemment, je peux le faire. Hop. En tailleur, on peut se mettre comme ça. Pas le droit de parler, pas le droit de siffler ou de faire quoi que ce soit. Pas le droit évidemment de taper sur les murs, de faire de la musique ou quoi que ce soit. Juste le droit donc de rester là, d'être assis, de lire ou d'écrire. Il y a un moment, j'ai pété les plombs, j'ai donné un coup de poing contre la porte. Les gardes sont arrivés en renfort, genre une dizaine, quinzaine de gardes. Et je me suis retrouvé ficelé et transporté dans les cellules de comment dire. Ils ont une cellule spéciale pour ces cas-là. Une cellule vide, capitonnée, où il passe 4 heures attaché. Puis, il est puni pendant 4 jours. Plus de livres, ni de quoi écrire. Finalement, après près d'1 an passé derrière les barreaux, il est jugé, déclaré innocent, du chef de détournement de fonds et libéré. Mais il est condamné à du sursis pour une autre charge mineure. Officiellement, il reste un coupable.
Retour aux États-Unis dans le comté d'Effingham. Ici, c'est le shérif Jimmy McDuffie qui fait respecter l'ordre et la loi. Sa politique, la tolérance zéro. En janvier 2019, depuis son bureau, il assiste en direct avec ses adjoints à la cérémonie d'investiture du nouveau gouverneur de Géorgie, le très conservateur Brian Kemp. Brian Kemp, un ami de longue date du shérif McDuffie, le politicien, s'est rendu célèbre pour ses clips de campagne particulièrement explicites. Je suis Brian Kemp. Je suis tellement conservateur que j'explose les dépenses gouvernementales. Oui, j'ai des flingues et personne ne viendra me les prendre. J'ai une grosse voiture, au cas où je devrais patrouiller pour envoyer moi-même des clandestins chez eux. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Je suis Brian Kemp. Si vous voulez un conservateur politiquement incorrect, je suis votre homme. On le soutient depuis le début. Brian a toujours soutenu les politiques de renforcement du maintien de l'ordre. Il a toujours fait les bons choix et aidé les forces de l'ordre pour faire régner la justice. Selon le shérif Brian Kemp, qui milite pour un durcissement des lois, est la personne idéale pour redresser la Géorgie. C'est un gars qui vient de chez nous, qui défend nos valeurs. J'ai bien regardé pendant la célébration s'il portait des bottes de cow-boy, et oui, il les a. C'est ça que je veux dire. Quand une personne porte des bottes de cow-boy, c'est qu'il n'a pas peur de se salir. Il fait ce qu'il y a à faire. Il y a autre chose que j'aime bien chez Brian. Comme moi, il pense que si vous commettez un délit, n'importe quel crime, vous devez aller en prison. Pour faire régner l'ordre dans le comté d'Effingham, 25 voitures de police patrouillent, de jour comme de nuit, à la recherche du moindre délit. L'officier de police, Malcolm Foy, vient d'être appelé en intervention pour perquisitionner une voiture signalée comme suspecte. 3 jeunes à l'intérieur, un phare cassé et de la fumée qui s'échappe des fenêtres. Il n'en faut pas plus pour déclencher une fouille. Je vais vérifier ce qu'il y a dans ta poche, ok? Et bingo, dans la poche du passager arrière, 16 ans, c'est du bon matos, ça, mec. Quelques grammes de marijuana. Le conducteur est lui aussi embarqué pour possession de drogue. C'est au tour de la passagère avant à qui appartient le véhicule d'être questionnée. Je vais te donner une chance de dire la vérité. Je ne sais vraiment pas à qui ça appartient, cette herbe. Tu es sûr que tu n'as rien? Fais voir tes yeux. Tire la langue. Tu as d'autres trucs sur toi? L'adolescente de 16 ans dit ne rien posséder et ni avoir consommé. Vous pouvez voir qu'il y a des restes de marijuana au sol et sur le siège, là où la passagère était assise, mais elle dit qu'elle n'a rien consommé. Pourtant, ce sachet va prouver le contraire. Oh oui, ça a l'air d'être du bon matos, ça, mec. Malgré ses dénégations, l'officier Foy lui passe immédiatement les menottes. Écoute, là tu n'es pas coupable, tant que tu n'es pas condamné. Alors que les États voisins ont pour la plupart dépénalisé, voire même légalisé l'usage de cannabis, la Géorgie ne fait preuve d'aucune faiblesse. L'adolescente va être directement conduite dans le centre de détention du comté. J'ai une jeune femme de 16 ans et 2 jeunes hommes. Si elle ne paye pas tout de suite une caution de 1 300 €, elle passera une nuit en prison à 16 ans à peine. Chez nous, elle serait repartie libre. Ici, si elle ne peut pas payer sa caution, elle restera en prison le temps que sa famille trouve une solution. Une tolérance zéro qui frappe parfois très fort. À plus de 7000 km de là, direction la prison de Nagano, au cœur des montagnes japonaises. Après des mois de négociations, nous avons obtenu l'autorisation de filmer à l'intérieur de la prison. Je suis en charge des détenus. Suivez-moi. La prison abrite 900 détenus, tous des hommes, allant du simple délinquant au meurtrier. À l'intérieur, on est frappé par le silence. Par l'ordre impeccable,
Même les sandales sont alignées devant les cellules. Le matin, les prisonniers sont réveillés par les cris des gardiens, mais aussi par de la musique classique. Dans certaines cellules, 6 hommes. Votre numéro. D'autres sont individuels, réservés aux prisonniers qui se comportent le mieux. Ici, pas de surpopulation carcérale comme en Belgique. Pas d'insalubrité non plus. Le bâtiment est moderne et parfaitement propre. Mais la vie des prisonniers est réglée au millimètre. Tous les gestes sont chronométrés. 1 heure pile pour petit déjeuner, se laver les dents et se raser tous en même temps. Ensuite, c'est le nettoyage minutieux et intégral de la cellule. Chaque chose est posée à sa place et pas ailleurs. Les gardiens surveillent que tout est en ordre. Il y a des règles concernant la manière de plier les futons. Regardez, tous les futons doivent être pliés d'une certaine façon, avec le pli dirigé vers une certaine direction. Tout est réglementé. Si le détenu enfreint ces règles, il reçoit un avertissement. S'il persiste, c'est la sanction. En cas de sanction disciplinaire, les détenus sont placés au milieu d'une cellule et sont contraints à l'introspection. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne travaillent pas. Ils sont exhortés à regretter leurs fautes en restant assis sans rien faire. La sanction peut durer de 1 à 60 jours. Pour le personnel de la prison, il ne s'agit pas de brimade, mais juste d'une conception japonaise de l'ordre où tout s'organise en fonction du groupe et pas de l'individu. À Nagano, au Japon, la journée des détenus est programmée à la minute. À 7h50, les détenus partent travailler. Crâne rasé, en uniforme, ils marchent au pas. Le travail est obligatoire pour tous, mais pas rémunéré. Il fait partie intégrante de la peine des détenus. Avant de commencer à travailler, gymnastique pendant 3 minutes, top chrono. Toute la vie de la prison s'organise autour de plusieurs usines, de 50 détenus chacune. On y fabrique des coussins et des chaussures destinés à la vente. Les prisonniers recevront une simple indemnité à leur sortie. D'après la direction, le travail est nécessaire à la réhabilitation. Grâce au travail, les détenus apprennent à sociabiliser. Ils ont aussi la joie du travail, tout simplement. Les prisonniers n'ont pas le droit de se parler pendant les heures de travail. C'est là encore une règle inimaginable ailleurs.
Pour avoir l'autorisation de se dire quelques mots, ils doivent demander la permission en levant la main. Hi. À l'heure du repas, le gardien vérifie scrupuleusement les portions. Elles doivent être exactement les mêmes. Sauf pour le riz dont la quantité dépend de la tâche accomplie. Juste après le déjeuner, les détenus ont droit à une courte pause. Ils peuvent lire le journal ou se couper les ongles et même discuter. Puis vient le meilleur moment de leur journée, les loisirs. Les prisonniers ont un temps réservé au divertissement tous les jours, sauf les week-ends. Là encore, ils s'y rendent au pas. Le gardien, lui, marche à reculons pour bien surveiller les rangs. Les détenus ont 40 minutes pile pour se détendre, mais ils doivent commencer par s'échauffer, comme au travail. Puis, ils se dépêchent pour profiter un maximum. Ils peuvent jouer au ping-pong, ou à des jeux de société. Il y a même une petite télé pour le karaoké. La pause est vite terminée. C'est le retour au travail qui dure 8 heures par jour. Pour nous, c'est le moment de rencontrer un prisonnier. On nous amène un jeune homme de 27 ans. L'entretien va se dérouler en présence de 2 surveillants. Il a été condamné pour vol à 3 ans de prison. Il lui reste encore la moitié de sa peine à purger. Malgré la présence des gardiens, il se permet une critique. Sincèrement, c'est très dur de ne pas pouvoir parler normalement. C'est vrai que si des détenus bavardent, ça peut éventuellement faire croire aux surveillants qu'ils préparent un mauvais coup. Mais je me demande tout de même si ça justifie d'être aussi sévère. J'ai vite compris que nous autres, les détenus, nous étions un peu comme des soldats dans un régiment d'armée et qu'il fallait obéir. Le soir, les détenus sont encouragés à étudier. À 19h précises, la télé s'allume. Ils peuvent la regarder jusqu'à 21h, puis extinction des feux. Les Japonais sont habitués à la discipline depuis l'enfance, mais pour les détenus étrangers, elle est difficile à supporter. Que ce soit au Japon ou aux États-Unis, la justice frappe parfois aveuglément. Retour à la prison d'Effingham. Dans la petite cour intérieure du bloc des femmes, Jennifer Kessler tourne en rond en faisant les 100 pas. Arrivée il y a 3 mois à peine, cette mère de famille de 36 ans s'apprête à purger une très lourde peine. On m'a mis 5 ans de prison. J'ai toujours été une mère au foyer, donc j'étais à la maison tous les jours. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Je suis plus là. 5 ans sans eux. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Maman de 4 enfants, Jennifer était une paisible femme au foyer qui n'avait jamais eu le moindre problème avec la justice. Mais en juillet dernier, sa vie a basculé un soir de pluie.
J'étais chez ma mère et j'ai bu un verre. Je n'aurais pas dû. C'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Je ne bois jamais d'alcool, mais là j'ai bu. Et sur le chemin du retour, alors que la nuit venait de tomber, il a commencé à pleuvoir. Et là, une moto est arrivée. Je ne l'ai pas vu, j'ai freiné, mais il a percuté le devant de ma voiture. Il a été blessé sérieusement au genou. Il a dû avoir 2 opérations. Ils m'ont fait une prise de sang. J'avais 0,09 g d'alcool dans le sang. Apparemment, c'est pas élevé du tout. On m'a mis en prison cette nuit-là pour conduite en état d'ivresse. Jugé responsable avec 0,1 g d'alcool dans le sang, à peine l'équivalent d'une bière. Jennifer est condamnée à 5 ans de prison ferme sans remise de peine possible. Pour ce crime, qui dans un autre État lui aurait valu une simple peine avec sursis, Jennifer a écopé du maximum. Merci. Depuis, elle vit un cauchemar. Arrachée à sa famille, la mère au foyer a été jetée en prison du jour au lendemain, au milieu des pires criminels du comté. Parce que, comme chez les hommes, les problèmes de violence sont monnaie courante. Chaque semaine, une douzaine de bagarres éclatent dans le quartier des femmes. Enfermée la majeure partie de la journée dans sa cellule, Jennifer contemple le petit mausolée qu'elle s'est construit au-dessus de son couchage. C'est les seuls trucs qu'on peut avoir. Ça m'aide à aller de l'avant. Je regarde les noms de mes enfants et de mon mari, les poèmes que mon mari m'a écrits. Je les lis tous les matins en me levant et tous les soirs en me couchant. J'ai mon calendrier. Mais ma peine vient tout juste de commencer. Je réalise à quel point ça va être long. Vous n'avez pas de photos? Non, on n'a pas le droit d'avoir des photos avec nous. On peut juste les regarder sur les tablettes, mais on doit payer pour ça. On doit payer. En plus de ne pas pouvoir toucher ses enfants. Non, on n'a pas le droit aux photos. Mais aujourd'hui, Jennifer va pouvoir compter sur un peu de réconfort. Son mari et ses 4 enfants s'apprêtent à lui rendre visite. Pour cacher ses cernes et se faire une petite beauté, elle utilise les moyens du bord. C'est du vrai maquillage? Non. C'est un peu embarrassant à dire, mais c'est du cambouis. Du cambouis qui vient des portes. On met un peu de vaseline et ça fait du mascara. C'est dégoûtant, mais c'est le mieux que l'on puisse faire. Mais dans cette prison, Jennifer ne sera pas autorisée à rencontrer physiquement sa famille. Salut chérie. C'est derrière un vidéophone payant qu'elle va pouvoir échanger avec les siens. Je suis si fière de toi. Passe-moi ton père une minute. Je t'aime. Bonne nuit. Salut. On n'a jamais le temps de se parler vraiment. Non, on n'a jamais le temps. C'est notre vie maintenant. Je suis désolée. Ouais. On va y arriver, hein, chérie. Ouais, on va y arriver. Quand je rentre à la maison et que je me couche, c'est ce que je me dis à chaque fois. Juste le temps de parler quelques instants à son mari et à chacun de ses enfants. Au revoir, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. 30 minutes facturées 15 €. Ça va couper dans... Et pas une seconde de plus. Oh, c'est fini. Je dépense environ 130 € par semaine entre les visites, le téléphone et la nourriture. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils nous gardent ici. Tout est payant ici. Ils gagnent de l'argent grâce à nous, donc c'est un gros business. On est juste de l'argent pour eux. C'est un business, mais moi, c'est ma vie. Un court moment de répit dans la nouvelle vie de cette mère de famille brisée par la justice punitive du comté d'Effingham. Ailleurs, il y a tellement de personnes qui sont accusées des mêmes choses que moi, qui sont elles à la maison. Certains ont 4 ou 5 arrestations pour ébriété. Ils ne finissent pas en prison, et moi, si. Je suis très en colère. Mes enfants payent pour ça, plus que moi. Je suis très inquiète de savoir comment ils vont s'en sortir. C'est pour eux que Jennifer doit tenir le coup. Mais sa peine ne fait que commencer.
À des milliers de kilomètres de là, au Japon, les autorités pratiquent une politique des aveux qui mène parfois à de graves erreurs judiciaires. Si l'accusé nie, on peut prolonger sa garde à vue à l'infini. Il est interrogé de façon intensive jusqu'à ce qu'il avoue, à juste titre ou non. On appelle ça la justice de l'otage. Cette obsession des aveux peut détruire des vies. C'est l'histoire de Keiko Aoki. Chaque semaine, elle vient poser des fleurs là où elle a perdu un enfant dans l'incendie de sa maison. Keiko a réussi à sauver son fils des flammes, mais pas sa fille, qui avait 11 ans. Ma fille aimait beaucoup les fleurs jaunes, alors je lui amène toujours des tournesols. Venir ici me rappelle le jour de l'incendie. Au début, c'était très douloureux pour moi, mais plus de 20 ans ont passé. Et maintenant, quand je viens, c'est une façon de retrouver un peu ma fille. Keiko a passé 21 ans en prison. Elle en est sortie à l'âge de 51 ans. Avec son compagnon, elle a été accusée d'avoir provoqué l'incendie pour tuer sa fille et toucher une assurance. Voilà, c'est l'album de photos que j'ai fait pour ma fille depuis sa naissance. Et là, elle était à l'école primaire. Juste après l'incendie, les policiers refusent de croire à un accident. Pour eux, la cause est forcément criminelle. Ils cherchent un coupable à tout prix et commencent à harceler Keiko. Sa fille vient de mourir et elle doit subir un interrogatoire à charge. Ils m'ont enfermée dans une pièce minuscule, sans fenêtre, sans rien. J'avais 2 policiers autour de moi qui me répétaient « Tu es coupable ». Après avoir été très durs, les policiers sont devenus subitement gentils. Ils me disaient « Il faut penser à ta fille, tu dois lui demander pardon ». On sait que tu n'as pas envie d'avouer, mais tu dois le faire. J'étais exténuée, épuisée, et j'ai hoché la tête. Pour les policiers, il s'agit d'un aveu. C'est sur cette base que Keiko va être condamnée. Mais en prison, elle décide de se battre. Avec l'aide d'avocats et d'associations des droits de l'homme, elle obtient la révision de son procès. Un miracle. Au Japon, il est rare que les erreurs judiciaires soient reconnues. C'est grâce à la reconstitution de l'incendie qu'on a prouvé que j'étais innocente. Dans l'expérience qu'on vient de voir, je suis représentée par ce mannequin. Si l'incendie avait été criminel, j'aurais dû avoir des brûlures sur tout le corps. Ce jour-là, je n'avais aucune blessure. Donc ça ne pouvait pas être moi. Ça, c'est le 10 août 2016. C'est le jour où j'ai été innocentée. Tous les gens qui m'avaient soutenue m'attendaient pour me féliciter. L'État a reconnu sa faute et a indemnisé Keiko Aoki, 750 000 € pour une vie gâchée. Keiko n'est pas une exception. Elle n'est pas la simple victime d'un policier zélé. C'est tout le système judiciaire qui repose sur des confessions. C'est ce que nous confirme Hiroshi Ichikawa, un ancien procureur à qui on a appris comment extorquer des aveux. Ça, c'est un poinçon. Au Japon, quand le dossier est gros, on fait des trous avec ce poinçon et on le relie avec une ficelle. Cet objet existe encore dans tous les bureaux des procureurs. Devant un suspect, surtout devant un étranger, on pointe ce poinçon devant ses yeux pour le menacer. Ou bien encore, si le suspect refuse de parler, on l'oblige à se tenir debout de longues heures. On m'a forcé à utiliser des méthodes qui étaient de la torture. On m'a dit de faire tout ça, mais aussi de crier, d'insulter. Toutes ces pratiques sont vraiment monnaie courante. Comme dans l'affaire Keiko, si le suspect craque, il est perdu. Ici, environ 90% des condamnés le sont sur la base de leurs aveux.
l'arène d'épreuves dans le pays, malgré le risque d'erreur judiciaire. Un risque d'autant plus grave que le Japon est l'une des rares démocraties à appliquer encore la peine de mort. 80% des Japonais y sont favorables. Nous avons rencontré un homme qui connaît mieux que personne le traumatisme des condamnés à mort. Toshio Sakamoto, un ancien surveillant de prison. Ça, c'est la salle d'exécution. Et ça, la trappe. Le condamné à mort est placé ici. Et ça, c'est la poulie, au plafond, par où passe la corde. Et juste dans la salle d'à côté, il y a 3 boutons qui permettent d'ouvrir la trappe. C'est pour soulager la conscience des gardiens et qu'ils ne sachent pas lequel d'entre eux a vraiment activé la trappe. Mais les condamnés sont soumis à une autre torture. Ils passent en moyenne 7 ans dans les couloirs de la mort et ne connaissent pas la date de leur pendaison. Les condamnés à mort n'apprennent qu'ils vont être exécutés qu'une demi-heure ou 1 heure avant de mourir. Le matin, un garde s'approche de la cellule du prisonnier et lui demande de sortir. Il ne lui dit pas la vérité. Il lui dit qu'ils vont dans un bureau. Au bout du couloir, d'autres gardes l'attendent pour l'emmener à la salle d'exécution. Pas le temps de dire adieu à ses proches, le condamné est conduit à la potence. Dans la prison d'Effingham, en Géorgie, il est 7 heures du matin, dans l'aile réservée au personnel. Les gardiens suspectent plusieurs détenus d'avoir fabriqué des armes. Ils vont organiser une grande fouille surprise du bloc G, le quartier réservé aux hommes. Vous allez faire les 2 premières cellules et bloquer les 2 autres pour qu'on puisse tout inspecter. S'ils ont des choses prohibées, ils vont commencer à taper contre les portes. Ils vont commencer à nous insulter et ils peuvent se battre. Ils vont tenter de s'en prendre à nous ou à d'autres codétenus. Donc on doit être vigilant. Une fouille comme celle-ci s'organise toujours de la même façon. D'abord, installer les portiques de détecteurs à métaux pour s'assurer que les prisonniers ne dissimulent pas sur eux d'objets métalliques. C'est parti! Il faut ensuite confiner tous les détenus dans leurs cellules. Fermez les portes! On vous enferme, mais ne vous inquiétez pas. Applique, douche, table, les gardiens passent au crible le moindre recoin des parties communes. Tu prends ça et tu vas voir le gardien en bas. Une fois le hall inspecté, place aux cellules. Chaque détenu est invité à la quitter le temps de la fouille. Détenu suivant. Pendant ce temps, ils sont systématiquement passés au détecteur. Puis, ils doivent se déshabiller intégralement avant de s'accroupir et de tousser. Mets-toi accroupi et tous. Le moyen de vérifier qu'ils ne cachent rien dans leur rectum. À l'étage, les gardiens poursuivent leurs recherches. Au bout de quelques minutes, ils font une première découverte intéressante. Des fils de fer utilisés pour faire des tatouages. Du matériel de tatouage. Il y a toute une boutique dans cette cellule. Plus surprenant, ils mettent la main sur un gros stock de liquide suspect. Ça, c'est de l'alcool qu'ils fabriquent et qu'ils laissent fermenter. C'est totalement interdit, donc c'est une bonne trouvaille. Ça sent pas bon du tout. Aucune idée de ce que c'est. Quelques cellules plus loin, les esprits s'échauffent, certains prisonniers passent leurs nerfs sur les portes. Tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Allez vous faire foutre. Tout ça, c'est de la merde, c'est des conneries. Va te faire foutre. Pour l'officier Morano, il faut redoubler de vigilance au fur et à mesure de la fouille. C'est vraiment dangereux. On ne sait pas du tout comment ils peuvent réagir. On ouvre leurs portes et ils deviennent dingues parce que l'on fouille dans leurs affaires. Et plus on progresse de cellule en cellule, plus ils deviennent fous parce qu'ils stressent. Ils ont peur de ce que l'on pourrait trouver. Ils peuvent m'attaquer. Ils peuvent me tuer. C'est au tour d'un prisonnier particulièrement excité de sortir de sa cellule.
Montre-moi ce que t'as dans les mains. Ok, va montrer ça au gardien là-bas. Regardez, j'ai une Bible. Greg Stabile, 30 ans, arrêté pour violence aggravée, il est en attente de son jugement. Vous savez ce que vous faites là, c'est pas juste, vous le savez. Stabile est un pur produit de la région d'Effingham. Petit délinquant tombé dans la drogue, il a été incarcéré pour avoir frappé ses enfants. Je n'ai rien à cacher, fouillez ma cellule, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous de vous montrer ma bite, j'en ai rien à foutre. Les Français, vous aimez ça, hein, de toute façon. Allez tous, plus fort que ça. Allez mecs, je cache rien dans mon cul. Tous plus fort. Tu vois bien que je planque rien dans mon cul. Vous trouverez jamais rien, je suis pas le genre à faire le petit train. Après 10 minutes de fouille, la gardienne Morano ne trouve rien de répréhensible. Prenez vos matelas, s'il vous plaît. Stabile et son colocataire peuvent regagner leur cellule. Je vous aime, Madame Morano. Je vous aime aussi. L'autre là-bas, j'étais furieux parce qu'elle m'a manqué de respect. Oui, elle m'a manqué de respect. Elle m'a accusé de vol, je m'en fous, moi. J'ai mes propres soupes, j'ai mes bonbons. Allez, je dois enfermer tout le monde. Hein. Et on vous aime. Ok. Allez, soyez sages. Une fois à l'intérieur, ils sont très heureux de nous montrer qu'ils ont réussi à déjouer l'attention des gardes. Petit cachotier, va. C'est une cigarette. On est trop malin pour eux. On les a bien eus sur ce coup-là. C'est une blonde. Ce n'est pas tout. Ils ont aussi réussi à dissimuler un fil de fer qu'ils utilisent pour faire des tatouages. Je ne veux pas qu'ils me prennent ce qui m'appartient. Donc on les cache et c'est très facile. Ces gens n'ont jamais travaillé dans des prisons de haute sécurité, donc ils ne connaissent pas nos combines. Il y a plein de choses qu'ils ignorent et moi, je ne vais pas leur dire. Mais au rez-de-chaussée, les gardiens vont tomber sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Un morceau de métal dissimulé dans le siphon d'évacuation d'une douche et une arme artisanale autrement plus dangereuse. Oh, c'est peut-être ce que l'on cherchait. Ah oui, un bal os de poulet. Un couteau confectionné avec les moyens du bord, mais capable de trancher la gorge ou de poignarder à mort. Le gardien apporte sa découverte à l'officier Lyon, en charge de ce bloc. Regarde un peu ce qu'on a trouvé. Il nous a dit que c'était déjà dans sa cellule. On a retourné sa cellule il y a une semaine et il n'y avait rien. Donc, il ment. Ils sont en train de l'emmener ici. On va voir ce qu'il a à nous dire. Pour l'officier Lyon, c'est le signe qu'un plan de tentative de meurtre était en cours dans la prison. Vu l'effort et le temps passé pour fabriquer ça, il avait sûrement prévu de s'en servir contre quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais il va falloir qu'on le découvre. Et pourquoi? Le prisonnier, qui s'appelle Shaw, avait demandé à changer de cellule il y a quelques jours, parce qu'il disait craindre pour sa vie. Il y a du boulot, là. C'est bon, lâchez-moi. C'est fait pour tuer, ça. Tu as demandé hier à changer de bloc. On découvre ça dans ta cellule. Donc tu as prévu de t'en servir. Dis-moi, allez, raconte pas de bobards. Je te mens pas. J'ai fait ça pour me protéger. Non, ça s'est fait pour tuer, pas pour se protéger. J'ai pas fait ça pour tuer quelqu'un. Mais si quelqu'un vient me menacer avec un couteau ou un truc comme ça, bien sûr que je vais m'en servir pour le poignarder. Arrête tes conneries, mec. Le prisonnier va écoper d'une lourde sanction. Au Japon, en prison, les hommes et les femmes sont séparés. Nous partons au sud-ouest du pays, à Iwakuni, célèbre pour sa base américaine. Son pont historique en bois et sa prison pour femmes. C'est bon? Vous êtes prête? Vous pouvez y aller. Le Japon vieillit et les détenus aussi.
Ici, une prisonnière sur 3 a plus de 65 ans, certaines ont 85 ans. Comme les hommes, elles travaillent 8 heures par jour. Pas de chauffage, 2 à 3 douches par semaine, on est loin de la maison de retraite de luxe. Pourtant, certaines prisonnières semblent soulagées d'être derrière les barreaux. Cette femme de 70 ans en est à son 4e séjour pour vol à l'étalage. Dehors, comme beaucoup de vieux Japonais, elle était seule et se laissait aller. Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. De quoi se demander si elle n'a pas fait exprès de se faire enfermer. Les repas, pour vous dire franchement, sont très bons ici. Vous savez, je n'avais pas l'habitude de manger 3 fois par jour quand j'étais dehors. Mais ici, c'est matin, midi et soir. 3 repas. Je n'avais jamais mené une vie aussi saine. Je pense que c'est parce que je suis enfermée que je le peux. Je n'avais jamais vécu aussi correctement à l'extérieur. Je ne mangeais que 2 fois par jour et je me couchais généralement après minuit. Mais ici, on travaille de toutes nos forces. Donc à 21h, on dort sans problème. Et je pense que c'est pareil pour les autres détenus. Les gardiens ont dû s'adapter à cette nouvelle population. C'est une question sensible. Notre interlocuteur a préparé sa réponse. Avec le vieillissement de la population, les surveillants pénitentiaires n'ont pas d'autre choix que celui de veiller sur les prisonniers au quotidien, voire de soigner les personnes qui sont les plus fragiles. Parfois, leur état de santé se dégrade. Il devient alors nécessaire d'aider les détenus à manger, à marcher et même à se rendre aux toilettes. On doit s'adapter à chaque cas. La plupart de ces détenus sont là pour des petits larcins. Vol de nourriture, de chaussures ou de sacs à main. En 20 ans, la criminalité des seniors a été multipliée par 4 au Japon. Pour tenter d'enrayer le phénomène, la prison a mis en place un cours de réinsertion. Au programme, de la gym et des conseils pour rester en forme. On lève la jambe et on lève le bras. Et surtout une étonnante formation pour apprendre à s'occuper de bébés. Aujourd'hui, les mamans doivent souvent s'occuper seules de leurs enfants. Et il leur arrive de craquer. Alors j'aimerais que vous les aidiez, en vous occupant de vos petits-enfants, mais aussi en vous occupant des enfants de votre quartier. Objectif, aider ces dames âgées à trouver leur place dans la société et à leur libération, et ainsi empêcher qu'elles récidivent. J'en ai les larmes aux yeux. C'est parce que je n'ai jamais eu d'enfant. Toute la misère japonaise en une seule image. Difficile pour un occidental de comprendre ce mode de fonctionnement basé sur l'ordre et la discipline. Alors comment expliquer un tel système judiciaire ? Il répond à une philosophie ancrée dans la culture du pays. L'ordre, l'harmonie sont des vertus cardinales que tout le monde doit respecter. C'est ce que va nous montrer Jake Adelstein, un journaliste américain basé au Japon depuis 30 ans. Regardez, même ce grand croisement, il fonctionne naturellement très bien. Quand le feu passe au rouge, les gens ne courent pas, ils ne se bousculent pas pour passer. Ils attendent tout simplement le prochain feu. Les gens sont très calmes. Est-ce que c'est parce qu'il y a des lois ou parce qu'il y a, comme en Chine, des caméras de surveillance partout avec des systèmes de points? Non. Les gens obéissent aux règles parce que c'est ce qu'ils ont appris depuis leur enfance. Et au Japon, il existe des règles pour tout.
Ce sont les règles qui font que la société japonaise fonctionne. Fumer est maintenant complètement interdit dans la plupart des rues de la ville. Il y a par exemple une règle non écrite qui dit que vous ne pouvez pas manger et marcher en même temps. C'est comme ça, c'est l'usage. Vous ne pouvez pas non plus boire et marcher en même temps. Au Japon, on vous rappelle constamment ce que vous devez faire ou pas. On ne doit pas jouer dans les escalators. On ne doit pas utiliser de poussettes. Les parents doivent tenir la main des enfants. Il ne faut pas bouger vos jambes dans tous les sens. Suivez-moi. C'est dans le métro que ces normes, intériorisées par les Japonais, se ressentent le plus. Pardon. Là, vous voyez, on dérange tout le monde parce qu'on parle dans le train. Écoutez, vous entendez quelque chose? Non, parce que personne ne parle. C'est chouette, ça fait partie des choses que j'aime au Japon. C'est interdit aussi de répondre au téléphone. Au Japon, cette idée d'harmonie est primordiale et elle a des conséquences jusque dans le système judiciaire. On attend d'un accusé qu'il se conforme à ce système, même s'il n'est pas coupable. Si vous dites « je ne suis pas coupable », vous, simple individu, vous défiez le système. Et vous méritez ce qui vous arrive, parce que vous êtes un fauteur de troubles. Un amour de l'ordre sur lequel s'est construit le pays. Les relations humaines s'appuient sur le respect de la hiérarchie et des normes sociales. Si les Japonais viennent à les oublier, leurs voisins sont là pour leur rappeler. 20h dans le quartier de Kabukicho à Tokyo. Tous les 2 ou 3 jours, des bénévoles d'un âge respectable se donnent rendez-vous dans une ancienne guérite de policiers. Allons-y. Merci tout le monde. Les seules armes de cette petite patrouille, des bâtons lumineux et des gilets fluo. Nous sommes là pour protéger ce quartier commerçant, pour protéger les gens contre les malfaiteurs et pour qu'il n'y ait pas d'accident. Attention, il y a des problèmes sérieux. Regardez par exemple, si on jette une cigarette ici, là, eh bien cela pourrait provoquer un incendie qui pourrait se propager là. Donc ce serait très dangereux. Excusez-moi, il est interdit de boire de l'alcool ici. C'est interdit. Vous pourriez être sanctionné par la police. Kazuo est un policier à la retraite. Comme ses camarades, il prend son rôle très au sérieux. Ici, c'est une rue piétonne. Les voitures n'ont pas le droit de passer. Mais regardez, il y a des véhicules stationnés là. Kazuo note la plaque pour l'envoyer à la police. Mais quand le conducteur arrive, il n'intervient pas. Son rôle se limite à la délation et les appels à la loi, avec en prime une leçon de morale. Ce n'est pas bien ça. Ça ne va pas du tout. Tu ne dois pas jeter ta cigarette par terre. Regarde ça. Il y a encore la braise. Ce n'est vraiment pas bien. Quand je fais un rappel à l'ordre, la personne réfléchit au moins un peu. Il faut bien que quelqu'un fasse ce travail. Si plus personne ne donnait d'avertissement, le Japon n'aurait plus d'avenir. 1 heure et des dizaines d'avertissements plus tard, la patrouille est finie. Des groupes comme celui-là, il en existe dans toutes les villes du pays. Est-ce grâce à ce mode de fonctionnement que la criminalité est si faible? En tout cas, elle baisse d'année en année. Dans la prison d'Effingham, c'est loin d'être le cas. Dans le bloc D, le quartier des femmes, la violence règne. La responsable du bloc doit gérer un nouveau cas de bagarre entre 2 prisonnières.
Sur ces images, Deji, la suprémaciste blanche, s'apprête à corriger une codétenue. Elle vient juste de la frapper. Les femmes peuvent être plus vicieuses et plus dangereuses que les hommes. La prisonnière sera emmenée à l'hôpital. C'est le prix à payer quand une détenue séduit une de ses prétendantes. Deji dirige le bloc. Elle a construit un véritable harem autour d'elle. Dans cette prison, les histoires d'amour entre détenues, dont beaucoup sont lesbiennes, occupent le quotidien. Oh merde, c'est chaud! Oh, regarde ses lèvres. La plus grande séductrice du bloc, c'est Deji. Elle collectionne les aventures. Ouais, j'ai eu pas mal de relations en prison. Les choses arrivent comme ça. On est enfermé avec toutes ces femmes. C'est vrai qu'il y a une tension sexuelle. Toutes ces filles-là, dehors, si je veux, je peux les avoir une par une. Elles m'ont toutes envoyé des lettres. La dernière conquête de Deji, Désirée, 29 ans, placée en détention il y a 3 semaines. Mais cette dernière, très jalouse, reproche constamment à Deji de flirter avec d'autres filles. Tu mens tout le temps. Tu dis une chose et t'en fais une autre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je fasse quoi? J'ai quand même le droit de lui parler. Non, meuf. Pourquoi je me suis mise avec toi? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Non mais arrête de te comporter comme ça, arrête. Lâche-moi. Ah ouais, tu veux me frapper? À l'extérieur, Désirée est hétérosexuelle et mère de famille. C'est son premier séjour en prison. Ici, elle est protégée par Deji en échange de ses faveurs. Sous la tutelle de la chef, elle ne risque ni bagarre ni viol. Mais en prison, les histoires d'amour finissent toujours mal. Quelques jours plus tard, Deji s'est séparée de Désirée pour s'offrir les faveurs d'une ex-copine. Sans protection, Désirée a été impliquée dans 2 bagarres. Celle qui se promenait sans crainte dans les allées de la prison reste aujourd'hui enfermée dans sa cellule. Il en va ainsi à la prison du comté d'Effingham. Chaque jour peut être synonyme de descente aux enfers. Celle de Jennifer Kessler ne fait que commencer. Cette maman de 4 enfants condamnée à une lourde peine pour un simple accident de la route va être transférée dans une prison ultra dangereuse. T'as pris beaucoup? Ouais, 5 ans. Waouh, ça fait long. À quelques heures de son départ, la mère de famille reçoit quelques derniers conseils de la part de Deji, la suprémaciste, qui a déjà séjourné plus de 10 ans derrière les barreaux. Quand on rentre dans la prison, la chose primordiale à savoir, c'est de ne pas agir comme une dure à cuire ou comme quelqu'un qui croit tout savoir. Et surtout de ne pas montrer que tu as peur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peu importe si une meuf qui fait 1m90 est prête à en découdre avec toi. Tu te tiens debout devant cette salope. Si elle te met à terre, tu rends les coups. Te laisse pas faire. Ok, je dois rendre les coups. Ouais, madame, tu dois lui botter le cul. Les prisons fédérales, comme celle où Jennifer va être mutée, accueillent les longues peines. Elle doit s'attendre à côtoyer une population extrêmement agressive. Tu vas te retrouver avec des gens qui n'en ont rien à foutre de leur peine. J'ai vu une nana se faire étriper du bas-ventre jusqu'à la gorge. Mon Dieu. Pour 3 gâteaux au miel. Tu crois que quand je vais ressortir, je serai la même quand je suis arrivée? Ça va te changer. Personne ne ressort indemne d'un séjour en prison. Soit tu arrives à t'en sortir, soit ça va te briser. À quelques dizaines de mètres de là, dans le quartier de haute sécurité, nous retrouvons Miles Poole du gang des Ghostface. Pour ses actes de rébellion, il vient de purger plus de 20 jours à l'isolement. Pas de visite, pas de téléphone, pas de promenade. Juste une le soir pendant 1 heure. Rien. Je suis juste assis là et je regarde le mur toute la journée. Ça craint vraiment. Mais bon, ils ne peuvent pas m'arrêter. Je ne vais pas les laisser m'arrêter. Ils ne me casseront pas. Dans la cellule d'à côté, un autre détenu a lui complètement abdiqué, Gregory Stabile, qui croyait être plus malin que ses geôliers. Il a été envoyé 30 jours au trou pour avoir jeté un verre au visage d'un gardien. Je peux pas utiliser le téléphone. Je peux pas appeler mes enfants. Je peux pas les appeler.
Ça craint. C'est vraiment, vraiment dur. Au centre d'Effingham, on sait faire plier les fortes têtes. Jennifer, elle, espère qu'elle n'aura pas à regretter la prison du comté. Pour la maman, ce transfert vers la prison d'État, c'est un saut dans l'inconnu. Je suis mitigée. J'aimerais pouvoir me dire que je sors pour rentrer à la maison, mais au final, je vais dans une autre prison. On verra ce qui va se passer, ça va le faire. Je dois tenir le coup. Je ferai tout pour retrouver un jour ma famille. Pour un banal accident de la route qui n'a coûté la vie à personne, l'avenir de la famille de Jennifer s'annonce aujourd'hui bien sombre. L'illustration presque délirante de la politique de tolérance zéro en vigueur dans cette partie délaissée des États-Unis. Une région qui traverse aujourd'hui l'une des pires crises d'identité de son histoire. En janvier 2020, le petit État de Géorgie comptait encore 46 condamnés dans le couloir de la mort. Ces conditions de détention en Occident peuvent en choquer plus d'un. Mais en Orient, au Japon, les normes sont intégrées par la population qui va jusqu'à célébrer son système carcéral. Avec son impressionnante architecture en forme de X, la fameuse prison de Kosuge est colossale. C'est le dernier endroit auquel on penserait pour s'amuser. Et pourtant, une fois par an, les autorités y organisent un immense festival. Dans le public, 10 000 personnes qui font la fête à quelques mètres des cellules. Sur scène, une star de la pop japonaise. Toute la journée, les spectacles s'enchaînent. Ensuite, les visiteurs se dispersent dans les stands montés pour l'occasion. Ici, on peut se faire photographier avec une casquette de gardien de prison. Tu es super comme ça. Ça te va très bien. J'avais envie de jouer à la gardienne de prison, de me déguiser. C'est super de pouvoir porter ses habits devant une prison. C'est cool d'être en prison, mais sans être enfermé. Regardez mes menottes. Yeah! J'adore la prison. Sur scène, les forces de l'ordre montrent leur efficacité pour arrêter les méchants. Mais le clou du festival, c'est la dégustation de plats typiques des prisonniers japonais, le riz au curry. Il faut faire 1 heure de file pour recevoir sa barquette, mais pour 3 €, ça vaut le coup. C'est très bon. Peut-être parce que c'est préparé en grande quantité. Pour les visiteurs, aucun doute, les prisonniers sont bien traités. Finalement, c'est mieux que ce que je pensais. Ils ont 3 repas par jour. Ils n'ont juste pas le droit de fumer ou de boire de l'alcool. Et c'est à peu près tout. Et en plus, ils ont le droit de regarder la télé. Des prisonniers bien nourris, des policiers efficaces et des gardiens sympathiques. Le festival présente un système carcéral idéal. Une seule personne est choquée par cette opération de communication. Nous avons demandé à Thomas Saviskas de nous accompagner. Ce Lituanien a passé 6 mois à l'intérieur de la prison pour tentative d'enlèvement sur sa propre fille. Au Japon, en cas de divorce, le parent étranger est systématiquement privé de ses enfants. Pourquoi organiser une fête devant une prison? C'est une prison.
Le lavage de cerveau qui est en train de se produire ici dépasse l'entendement. Regardez les jeunes enfants qui profitent de leur journée dehors comme s'ils étaient au parc. Mais est-ce que ça ressemble à un parc? Vous savez que toutes sortes d'atteintes aux droits de l'homme ont lieu juste là. Lui n'est pas dupe, cette prison, il la connaît. Celui-là est bien meilleur. On dirait le curry d'un restaurant. Croyez-moi, à l'intérieur, ils ne vous donnent pas ce genre de curry. Mais le public n'est pas là pour se soucier du sort des prisonniers. Au stand suivant, on vend des produits fabriqués par les détenus de tout le Japon. De la maroquinerie, des meubles et surtout des chaussures confortables et un peu rétro. Elles sont faites à la main, pas par une machine. Donc je suis prêt à y mettre le prix. Là encore, Thomas n'en revient pas. En hiver, le bâtiment n'est pas chauffé. Vous gagnez de l'argent avec ça. Pourquoi vous n'installez pas le chauffage? Ah, le chauffage. Je sais pas trop. Tout est géré par les organisateurs. Lui l'affirme. Il n'a jamais vu la couleur de cet argent. Peu importe l'indignation de Thomas, la fête continue. Un concert d'étudiantes en costume, des barbes à papa gratuites pour les enfants. Le système carcéral n'est pas prêt de changer. Abonne-toi, pouce bleu, commente et surtout bon visionnage.